Voici un nouveau modèle en équilibre général calculable et cette fois-ci nous introduisons l'investissement des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est que l'investissement des entreprises? C'est un achat de biens et services et ces biens et services vont rester dans le processus de production pendant plus d'une période, au contraire donc des consommations intermédiaires qui sont intégralement consommées pendant une période de production. Donc en fait ce sont des machines, des camions, des outils qui vont servir plusieurs périodes de production à la production. Donc c'est un achat de biens et services dont il faut rendre compte dans le modèle. Et puis deuxièmement, c'est aussi une augmentation du capital productif. C'est-à-dire la capacité de production de l'entreprise va augmenter avec de l'investissement. Mais ici, en fait, nous sommes dans un modèle statique, donc on ne va pas prendre ça en compte puisqu'on raisonne que sur une période. Par contre, dans un modèle dynamique, il faudra en tenir compte parce que, effectivement, la capacité de production augmente dans les périodes futures. Comment l'investissement des entreprises va modifier le modèle d'équilibre général calculable qu'on a construit? Eh bien, ça va le modifier de trois manières. Premièrement, donc, il faut définir l'achat de biens et services par les entreprises pour un motif d'investissement à chaque secteur de l'économie. Donc, je vais le faire très simplement avec une désignation INV, INV, un sigle INV qui veut dire qui est l'investissement total. Il y a une partie en fait alpha KI de cet investissement qui est une demande en biens et services adressée au secteur I. Et donc si CKI c'est la consommation de biens pour un motif de formation brute de capital adressé au secteur I, eh bien, en volume donc, eh bien, PI, donc le prix à la consommation fois CK de I, c'est égal à alpha K 1. Et donc on a en fait derrière une Cobb Douglas, donc l'investissement total, c'est une demande de biens et services qui se répartit dans tous les secteurs selon une clé de répartition qui est constante en valeur. La deuxième modification, c'est que on a une demande CK de I qui va modifier l'équilibre offre égale demande en volume. Il y a une équation dans le modèle qui est offre égale demande dans chaque secteur. Eh bien, il y a une nouvelle source de demande, c'est l'achat de biens pour un motif d'investissement. Donc ça, il faudra que vous trouviez comment tenir compte de cette nouvelle contrainte. Et puis troisièmement, on va parler maintenant de l'équilibre macroéconomique, car en effet l'investissement c'est une nouvelle demande de financement, et donc il faut en tenir compte dans l'équilibre macroéconomique. Comment ça va modifier l'équilibre macroéconomique? Eh bien, en fait, vous vous souvenez que l'écriture de cette équation dans le modèle précédent, c'était tout simplement épargne des ménages plus solde public égale 0. Savings plus pub solde égale 0. Maintenant, en fait, on a une nouvelle demande de financement qui vient des entreprises pour financer donc l'achat de biens et services qui vont augmenter le capital productif de l'entreprise. Donc en fait, la nouvelle équation s'écrit savings moins 1 plus pub solde égale 0. Donc épargne des ménages moins investissement des entreprises plus solde public égale 0. Alors vous pouvez mettre le Léon sur cette équation, ou vous pouvez le mettre sur toujours l'équilibre du marché du travail, comme vous voulez. En tout cas, ce qu'il y a d'important ici, c'est qu'on a saving moins investissement, on a l'épargne nette du secteur privé, plus l'épargne nette du secteur public égale 0. Alors, ça va impliquer en fait des choses importantes. Pourquoi? Parce que c'est une équation qui est tout à fait différente de l'équation précédente. L'équation précédente, c'était savings plus pub solde égale 0, épargne des ménages plus solde public égale 0. Donc quand on connaissait l'épargne
du secteur privé, des ménages, eh bien, on connaissait forcément le solde public, c'était l'opposé de l'épargne des ménages, puisqu'on n'a que 2 termes dans cette équation. Là, ici, évidemment, c'est différent, puisque maintenant, on a 3 termes, donc les choses se compliquent un petit peu. Alors, je vous rappelle que l'équation du solde public, c'est la suivante. C'est en fait les impôts et taxes moins les dépenses budgétaires égale le solde public. Donc, plus exactement, l'impôt direct, dans le cas précis, plus les taxes indirectes, moins les dépenses publiques, budget /exp, égale le solde public. Alors, le problème, c'est que, en fait, on a ici 2 inconnus, qui est budg-exp et pub-solde. Le reste est déterminé ailleurs. ITR est un paramètre, INC c'est déterminé dans une autre équation. Le taux de taxation indirecte c'est un paramètre. Les prix à la production PY c'est déterminé autre part. Et la production c'est déterminé autre part. Donc ici on a 2 variables et donc effectivement c'est tout simplement parce que effectivement on a un degré de liberté en plus. Et donc, ça pose un problème. En fait, il faut à tout prix fixer soit la dépense budgétaire publique totale, soit le solde public. Alors, ce qu'on fait généralement dans les modèles d'équilibre général, c'est de fixer le solde public. Donc, on ajoute en fait une variable, une expression du type pubsolde.fx égale pubsolde 0. Donc, ça veut dire qu'on fixe la variable endogène pubsolde à sa valeur initiale. On pourrait en fait fixer les dépenses budgétaires à leur valeur initiale aussi. Ça peut être en fait 2 cas d'étude tout à fait différents. Donc si par exemple on modifie le taux de taxation indirecte, soit ça va modifier évidemment le solde public. Donc on pourrait dire on maintient le solde public au même niveau, on va diminuer les dépenses budgétaires, ou alors on maintient les dépenses budgétaires à un niveau constant, et à ce moment-là, c'est le solde public qui va varier. Voici donc la matrice de comptabilité sociale qui va vous permettre de réaliser l'exercice. Donc, vous avez l'habitude de la lecture de cette matrice, puisque voici le niveau de production de biens et services dans les 3 secteurs. Ensuite, voici le niveau de taxation indirecte dans les 3 secteurs. Voici la matrice de consommation intermédiaire. Voici donc la rémunération des facteurs de production par les 3 activités. Voici le versement en fait de la rémunération de facteurs de production aux ménages, directement pour le travail, indirectement pour le capital en passant par les entreprises. On pourrait écrire en fait une rémunération, un versement direct de la rémunération du capital aux ménages, et puis surtout l'utilisation du revenu des ménages pour premièrement l'impôt direct, un versement aux administrations publiques, et puis une demande de biens et services, et puis il y a une formation d'épargne de 700. Alors les administrations publiques font en fait une demande à chaque secteur, agriculture, industrie, services, et cette demande totale est inférieure aux impôts qui sont reçus par l'administration. Et donc, il y a un excédent budgétaire, donc une capacité de financement du secteur public de 250. Ça permet en fait cette épargne des ménages et cette capacité de financement du secteur public de financer la demande d'investissement des entreprises qui s'établit donc à 50, 800 et 100. Alors c'est une demande supplémentaire de biens et services, et puis ça se met aussi dans la colonne accumulation du capital, et donc on a bien en fait la demande totale de financement qui est égale à la capacité totale de financement. Vous pouvez donc maintenant construire ce nouveau modèle d'équilibre général calculable avec investissement des entreprises. Vous le calibrez sur la matrice de comptabilité sociale que je viens de présenter, et il ne devrait y avoir aucune difficulté si vous êtes arrivé à faire les calibrages précédents.
Je vous demande d'étudier 2 chocs, enfin j'allais dire presque 3. Premier choc, une augmentation de 10% de l'offre de travail, et puis un deuxième choc qui est une baisse de 10% du taux de taxe indirecte, et vous allez appliquer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire vous allez appliquer ce deuxième choc dans 2 cas de figure. Un premier cas de figure où le solde public reste constant, et un deuxième cas de figure où ce sont les dépenses budgétaires qui restent constantes.